En quelques heures, une anomalie détectée sous Somgand renverse le récit du Burkina Faso. Un volcan, réputé stérile, révèle un gisement de diamants décrit comme sans précédent, et les écrans du monde s'emplissent d'images, de rumeurs, puis de notes stratégiques plus froides. Qu'est-ce que cela change concrètement pour les familles, les soldats, les commerçants? Et pourquoi Ibrahim Traoré transforme-t-il cette richesse en examen de souveraineté au lieu d'une simple promesse de revenus rapides? Derrière la célébration, une nouvelle compétition s'ouvre, faite de contrats, de sécurité et de lignes rouges. Ce récit promet de démêler ce que cette découverte change réellement, au-delà de l'enthousiasme initial et des titres spectaculaires. Vous comprendrez en quelques minutes où se jouent les gains, les risques et les lignes de rupture. Pour l'État, l'économie et la société burkinabé, l'enjeu n'est pas seulement la valeur des diamants, mais la capacité d'un pays à décider seul du rythme, des partenaires et des règles. Dans le contexte du Sahel, chaque ressource stratégique attire aussi pression diplomatique, intérêts sécuritaires et récits concurrents. Ibrahim Traoré se trouve ainsi placé au centre d'une équation délicate: convertir une découverte géologique en levier politique sans déclencher une spirale de dépendance. Si la promesse est celle d'un avenir renforcé par la souveraineté, le risque reste celui d'un basculement rapide vers l'ingérence ou la fragmentation interne. C'est cette tension entre opportunité historique et fragilité structurelle qui guidera l'analyse pas à pas. Rien ici ne repose sur des hypothèses abstraites, mais sur des mécanismes observables et des réactions déjà visibles. La révélation clé n'est pas seulement l'existence du gisement, mais sa localisation et son timing. Découvert le 7 septembre 2025, au cœur d'un volcan éteint, longtemps jugé improductif, le site de Somgand a transformé une mission d'exploration routinière en bascule stratégique nationale. Les premières données, issues de drones et de scanners souterrains, ont d'abord été écartées comme des interférences. Ce sont les confirmations croisées par satellite qui ont fait basculer l'incrédulité vers l'alerte. À partir de là, la chaîne d'événements s'est accélérée. Sécurisation militaire du périmètre, arrivée de géologues, puis circulation rapide de l'information vers Ouagadougou. Dans un pays habitué aux annonces de crise, celle-ci portait une charge différente, mêlant fierté, prudence et anticipation. Le contexte est déterminant. Le Burkina Faso est un État enclavé, souvent présenté à travers le prisme de l'instabilité et de la dépendance. Cette découverte a rompu ce récit en introduisant une variable nouvelle, une ressource capable de peser sur les marchés et sur les alliances. C'est dans ce cadre que Ibrahim Traoré apparaît non comme simple chef d'État commentant une trouvaille, mais comme arbitre d'un tournant potentiel. Son discours initial, solennel et mesuré, insiste moins sur la richesse que sur la responsabilité collective. Au niveau régional, le Sahel est déjà un espace de concurrence d'influence. Toute ressource stratégique y devient immédiatement un signal pour les capitales étrangères. Les réactions internationales, prudentes ou inquiètes, s'inscrivent dans cette lecture élargie. La découverte de Somgand n'est donc pas un événement isolé, elle s'imbrique dans une histoire plus longue de souveraineté contestée et de choix contraints. C'est cette imbrication entre géologie, politique et perception extérieure qui explique pourquoi l'annonce a dépassé le cadre scientifique en quelques heures. Pour comprendre les premiers effets concrets, il faut suivre les acteurs au plus près du terrain. À Somgand, les ingénieurs locaux racontent un basculement immédiat, d'une mission technique discrète à un site placé sous surveillance continue, où chaque relevé devient sensible. Les équipes parlent moins de richesse que de précision, de sécurité et de délai, conscientes
que la moindre fuite d'informations peut attirer des convoitises précoces. Dans les villes, l'impact est tout aussi rapide. À Ouagadougou, les marchés bruissent d'un vocabulaire nouveau mêlant espoir et prudence. Des commerçants évoquent une confiance retrouvée, tandis que des étudiants discutent ouvertement de formation scientifique et minière, un horizon rarement associé au quotidien récent. Ce changement de ton, plus que les chiffres, signale une inflexion psychologique mesurable. Ibrahim Traoré, dans ce contexte, adopte une posture volontairement sobre. Ses déplacements auprès des militaires, des universitaires et des coopératives rurales dessinent un rôle de médiateur plus que de célébrant. Il insiste sur l'unité et sur le contrôle national, rappelant que la ressource n'a de valeur que si elle renforce la cohésion plutôt que la fracture. Ce choix de communication tempère l'euphorie et limite les attentes irréalistes. Ces impacts précoces révèlent déjà ce que cela change vraiment. La découverte agit comme un test de maturité collective, autant que comme une promesse économique. Avant même l'exploitation, elle modifie les comportements, les conversations et la perception de l'avenir. C'est là que se joue la première victoire ou le premier faux pas, bien avant toute extraction. Avant Somgand, la routine dominait. Une mission d'exploration classique, des objectifs techniques limités et l'hypothèse largement partagée d'un terrain pauvre. Après la confirmation, tout change en quelques heures. Le site bascule d'un espace scientifique à un point stratégique et chaque décision devient immédiatement politique. D'abord, vient le temps de l'activation. Les autorités ordonnent la sécurisation du volcan, déployant hélicoptères et unités militaires pour établir un périmètre strict. Cette réaction rapide vise autant à protéger les données qu'à envoyer un signal clair. La découverte relève de l'intérêt national. Les ingénieurs poursuivent leur relevé sous contrôle renforcé, tandis que les flux d'informations sont centralisés. Puis arrive le moment où tout bascule dans l'espace public. L'annonce officielle, relayée par Africa News, transforme une donnée technique en événement mondial. Les images circulent, les comparaisons s'enchaînent et le récit quitte le cadre local. En une nuit, le Burkina Faso n'est plus seulement un pays confronté à des défis sécuritaires, mais un acteur potentiel des marchés stratégiques. Les réactions intérieures suivent immédiatement, oscillant entre célébration populaire et prudence institutionnelle. Ensuite, les répliques se font sentir, bien au-delà des frontières. À l'étranger, les capitales s'agitent. Des notes confidentielles circulent à Washington, des débats feutrés s'ouvrent à Paris, tandis que Pékin et Moscou mettent en avant la coopération technologique et sécuritaire. Chaque réaction révèle une lecture différente de l'événement, mais toutes convergent sur un point. Somgand modifie les équilibres existants. La découverte cesse d'être un fait géologique pour devenir un levier diplomatique. Ibrahim Traoré intervient alors à un moment clé. Son discours public ne promet ni richesse immédiate ni redistribution rapide. Il parle de responsabilité, de protection et de contrôle, marquant une rupture avec les narratifs habituels de l'exploitation minière. Cette posture freine la spéculation interne et redéfinit les attentes. Elle indique que la temporalité sera longue, maîtrisée et soumise à des choix politiques explicites. Et peu à peu, une phase de durcissement s'installe. Les pressions augmentent, les délégations étrangères cherchent des accès et les débats internes se structurent autour de cadres juridiques et sécuritaires. Ce qui était une découverte devient un processus avec ses règles, ses risques et ses arbitrages. La chaîne des événements montre ainsi un enchaînement clair. Activation rapide, exposition mondiale, réplique géopolitique, puis verrouillage stratégique. À ce stade, le destin de Somgand n'est plus une question de hasard, mais de gouvernance. Avant Somgand, le Burkina Faso apparaissait comme un producteur marginal dans l'économie minière mondiale. Après l'annonce,
il est perçu comme un détenteur potentiel d'un actif stratégique majeur. Ce passage d'un baseline de faible influence à un delta de visibilité accru explique l'intensité des réactions, même en l'absence de chiffres définitifs rendus publics. Les premières mesures disponibles restent volontairement limitées. Les équipes parlent d'amas continus de carbone cristallisé s'étendant à l'échelle d'une chambre volcanique entière, un ordre de grandeur rarement évoqué dans les découvertes récentes. Ce langage prudent n'est pas un hasard. Il vise à éviter une surinterprétation des volumes avant validation complète. Pour les analystes, cette retenue devient elle-même un indicateur, suggérant que les estimations préliminaires dépassent les standards habituels. Un second indicateur se lit dans les marchés. Dans les jours suivant la diffusion des images et des analyses, les prix internationaux des diamants enregistrent une hausse notable, signe d'anticipation plutôt que de certitude. Ce mouvement ne repose pas sur des flux réels, mais sur des attentes. Il traduit la manière dont une découverte localisée peut influencer des chaînes de valeur globales avant même toute extraction. La donnée clé n'est donc pas le chiffre d'exact, mais la rapidité de la réaction. Le troisième signal concerne la sécurité. Africa News rapporte un intérêt inhabituel de plusieurs agences de renseignement étrangères pour les zones minières burkinabées. Ce type d'attention est généralement réservé à des sites perçus comme stratégiques à moyen terme. Là encore, l'absence de volume précis n'empêche pas une évaluation qualitative du risque et de l'importance du site. La donnée pertinente devient la nature des acteurs impliqués plus que la quantité annoncée. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette asymétrie informationnelle. En ne publiant pas de chiffres détaillés, il conserve une marge de manœuvre politique et réduit la spéculation interne. Cette stratégie transforme la rareté de données en outil de contrôle. Elle permet aussi de temporiser les attentes sociales en rappelant que toute exploitation doit être précédée d'études environnementales et de cadres juridiques solides. Pris ensemble, ces éléments dessinent une lecture claire. Les preuves quantitatives, même partielles, suffisent à déclencher des ajustements de comportement chez les États, les marchés et les médias. La valeur de Somgand ne se mesure pas uniquement en carat potentiel, mais en capacité d'influence nouvellement acquise. C'est ce glissement du chiffre brut vers l'effet systémique qui constitue le cœur de l'événement. À ce stade, la donnée la plus stable reste une tendance. L'annonce a déjà modifié les calculs avant même que les nombres finaux ne soient posés sur la table. Deux objections majeures reviennent dans les analyses critiques et il faut les traiter dans leur forme la plus solide. La première affirme que les ressources minières, même exceptionnelles, n'ont jamais garanti le développement durable. L'histoire regorge d'exemples où des découvertes spectaculaires ont renforcé la dépendance, alimenté la corruption ou aggravé l'instabilité. Dans cette lecture, Somgand serait moins une opportunité qu'un risque supplémentaire pour un État déjà sous pression sécuritaire. La seconde objection porte sur l'isolement international. Certains analystes estiment que la posture souverainiste d'Ibrahim Traoré pourrait réduire l'accès au financement, aux technologies et aux marchés occidentaux. En privilégiant le contrôle national et des partenariats sélectifs, le Burkina Faso s'exposerait à des sanctions indirectes, à une méfiance accrue des investisseurs et à une pression diplomatique constante. Selon cet argument, la prudence affichée aujourd'hui pourrait se payer par une marginalisation demain. Ces deux points méritent examen. Ils reposent sur des précédents réels et sur des mécanismes connus. Cependant, les données disponibles introduisent une nuance essentielle. La réaction rapide des marchés et des services de renseignement indique que Somgand est perçu comme stratégiquement incontournable, indépendamment des préférences politiques. Cela limite mécaniquement le risque d'isolement total car trop d'acteurs ont intérêt à rester engagés. De plus,
La communication officielle insiste sur des cadres, non sur des ruptures. Il ne s'agit pas de refuser les partenariats, mais d'en définir les conditions. Cette différence, souvent négligée, modifie la comparaison avec les échecs passés. Le risque de malédiction des ressources existe, mais il n'est pas automatique. Il dépend de la gouvernance, de la transparence et de la capacité à étaler les décisions dans le temps. En ce sens, la position d'Ibrahim Traoré peut être lue comme une tentative de ralentissement volontaire. Ralentir pour négocier mieux, pour former localement et pour éviter une extraction précipitée dictée de l'extérieur. Cette stratégie ne garantit pas le succès, mais elle répond directement aux critiques les plus solides. Le débat réel n'oppose donc pas richesse et pauvreté, mais gestion hâtive et gestion maîtrisée. Lorsque les analyses se sont approfondies, l'équilibre du dossier a basculé. Sous les couches de diamants, les capteurs ont détecté des minéraux stratégiques rarement associés à un même site, notamment des terres rares utilisées dans les batteries, les satellites et certaines technologies de défense. Cette information, confirmée en laboratoire, a déplacé le centre de gravité de l'événement. Somgand n'était plus seulement une richesse symbolique, mais un actif technologique de long terme. Ce changement recompose immédiatement les lectures internationales. Les diamants attirent l'attention, mais les terres rares redessinent les dépendances industrielles. Elles sont moins visibles, car moins médiatisées et pourtant plus déterminantes dans les chaînes de valeur modernes. À partir de ce moment, les calculs ne portent plus uniquement sur l'extraction, mais sur le contrôle des usages futurs. Ibrahim Traoré comprend que cette révélation modifie les rapports de force. Elle renforce la nécessité d'une stratégie étagée où la précipitation devient le principal danger. La question n'est plus seulement de protéger un site, mais d'arbitrer entre ouverture, coopération et conservation. Chaque option engage des conséquences différentes sur l'autonomie politique et économique. Ce milieu de récit marque donc un pivot clair. Ce qui semblait être une découverte spectaculaire devient un nœud stratégique. Et avec lui, une interrogation centrale s'impose. Qui décidera de la profondeur réelle de cette richesse? Les effets de Somgand ne se répartissent pas de manière abstraite. Ils se déclinent différemment selon les acteurs directement concernés. Pour l'État d'abord, la découverte crée une marge stratégique nouvelle. Elle renforce la capacité de négociation, tant sur le plan diplomatique que sécuritaire. La présence d'une ressource à forte valeur symbolique et technologique oblige les partenaires extérieurs à recalibrer leur position. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette marge devient un outil politique, à condition d'être géré sans précipitation ni opacité. Pour les entreprises, locales comme étrangères, l'effet est ambivalent. Les sociétés burkinabées voient émerger la perspective de filières nouvelles liées à la géologie, à la maintenance, à la logistique et à la formation. Mais pour les groupes internationaux, l'accès n'est plus automatique. Les discussions portent moins sur la vitesse d'exploitation que sur les conditions, les transferts de compétences et la durée des engagements. Ce changement de cadre introduit de l'incertitude, mais aussi une sélection plus stricte des partenaires réellement intéressés par une relation de long terme. Du côté des populations, l'impact est avant tout psychologique et social. Dans les zones urbaines, la découverte alimente un sentiment de dignité retrouvée et une projection différente vers l'avenir. Les jeunes parlent davantage de formation scientifique, les familles d'opportunités à moyen terme. Dans les zones rurales, proches du site, l'attention se porte aussi sur les risques environnementaux et fonciers. L'espoir est réel, mais il cohabite avec la crainte d'expropriation ou de promesses non tenues. La gestion de ces attentes devient un enjeu central de stabilité. Enfin, pour la région ouest africaine, Somgand agit comme un signal. Il montre qu'un État enclavé
peut redevenir centrale dans les calculs géopolitiques. Les pays voisins observent avec attention les choix opérés, conscients qu'ils pourraient créer un précédent. La proposition d'Ibrahim Traoré d'inscrire la gestion des ressources dans une logique plus large de coopération africaine renforce cette dimension régionale. Elle ouvre la possibilité d'un modèle moins fragmenté, mais elle expose aussi à des résistances internes et externes. Ces quatre niveaux montrent une même réalité. La découverte ne produit pas un effet unique, mais une série de conséquences imbriquées. Chaque groupe y lit une promesse différente et un risque spécifique. La question n'est donc plus de savoir si Somgand compte, mais pour qui et selon quelles règles. C'est à cette articulation fine que se jouera la suite. Le premier scénario, dit de base, repose sur une progression maîtrisée. Si les autorités maintiennent le contrôle de l'information et avancent par étapes, Somgand devient un levier de négociation sans exploitation précipitée. Dans ce cas, les partenariats se structurent lentement, les cadres juridiques se renforcent et l'État consolide sa position sans rupture majeure avec les équilibres existants. Ce scénario privilégie la stabilité mais suppose une discipline politique constante et une communication cohérente. Le second scénario, plus optimiste, s'appuie sur une coordination élargie. Si la stratégie portée par Ibrahim Traoré parvient à fédérer des acteurs régionaux et à attirer des coopérations techniques sous conditions claires, le site peut devenir un pôle de formation, de recherche et de valeur ajoutée locale. L'exploitation, alors graduelle, s'accompagne de transferts de compétences et d'investissements dans l'éducation et les infrastructures. Ce chemin maximise les bénéfices à moyen terme, mais il dépend fortement de la confiance entre partenaires et de la capacité à éviter les rivalités internes. Le troisième scénario, plus sombre, découle d'une rupture. Si les pressions extérieures s'intensifient ou si des décisions hâtives fragmentent le consensus interne, la découverte peut devenir un facteur d'instabilité. Dans ce cas, la sécurisation absorbe l'essentiel des ressources. Les négociations se crispent et la promesse initiale s'érode sous le poids des tensions. Ce scénario n'implique pas nécessairement un effondrement, mais une perte d'opportunité difficilement réversible. Ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Elles montrent que l'issue dépend moins de la richesse du sous-sol que de la séquence des choix. Si une leçon se dégage, elle est simple. À court terme, ralentir peut être une stratégie et non un signe de faiblesse. La capacité à différer certaines décisions conditionnera l'équilibre entre souveraineté, coopération et stabilité dans les mois à venir. À première vue, Somgand peut sembler lointain pour beaucoup de spectateurs, éloigné des réalités quotidiennes. Pourtant, ces effets se traduisent par des mécanismes familiers. Lorsque l'équilibre d'un État change, ce sont aussi les flux d'informations, les prix, les priorités sécuritaires et les récits médiatiques qui évoluent. Comprendre cette découverte, c'est donc comprendre comment une ressource redéfinit des rapports de force visibles jusque dans les décisions internationales. Pour les publics africains, l'événement agit comme un miroir. Il interroge la capacité des pays du continent à gérer leurs richesses sans tutelle implicite. La posture d'Ibrahim Traoré, qu'on l'approuve ou qu'on la critique, remet au centre une question souvent éludée. Qui fixe les règles du jeu lorsque la valeur est découverte localement? Cette interrogation dépasse le cas burkinabé et touche à une expérience partagée. Pour les spectateurs ailleurs dans le monde, l'enjeu est différent mais réel. Les technologies du quotidien, des téléphones aux systèmes énergétiques, reposent sur des chaînes d'approvisionnement complexes. L'apparition d'un nouveau pôle stratégique modifie ces chaînes, parfois de manière indirecte mais durable. Observer Somgand, c'est observer comment se recomposent les dépendances futures.
Enfin, à un niveau plus personnel, cette histoire invite à une lecture critique de l'actualité. Elle montre comment un fait scientifique devient politique puis narratif. Elle rappelle aussi que la vitesse médiatique masque souvent les décisions lentes qui comptent le plus. Prendre le temps de suivre ces évolutions plutôt que de s'arrêter aux annonces spectaculaires devient un premier geste de compréhension. Ce n'est pas un appel à prendre parti, mais à regarder avec plus de profondeur ce qui se joue sous la surface. Pour avancer, il faut d'abord verrouiller le cadre. Cela implique de finaliser une cartographie indépendante du site, d'en publier les principes méthodologiques, puis d'installer un régime d'accès strict aux données. L'objectif n'est pas la transparence totale immédiate, mais la crédibilité du processus. Sans ce socle, toute négociation ultérieure perd de sa valeur. La suite dépend ensuite de la gouvernance opérationnelle. Un organe dédié associant experts techniques, représentants civils et autorités de sécurité doit définir qui décide, à quel moment et selon quels indicateurs. Cette séparation des rôles limite les conflits d'intérêts et réduit les décisions improvisées. Ibrahim Traoré a déjà insisté sur cette logique de responsabilité partagée, condition essentielle pour éviter une personnalisation excessive du dossier. Vient alors l'enjeu des compétences locales, qu'il faut faire grandir. La création d'une Académie nationale des mines, annoncée par l'exécutif, vise à former des ingénieurs, des techniciens et des spécialistes environnementaux. Le critère de succès n'est pas le nombre d'accords signés, mais le nombre de profils capables d'évaluer, de contrôler et de négocier. La connaissance devient ici un outil de souveraineté mesurable. Après cela, la question des partenariats se pose et elle doit être séquencée avec soin. Les coopérations doivent être échelonnées, réversibles et évaluées selon des objectifs précis plutôt que conclues sous pression. Chaque partenariat doit répondre à une question simple. Que gagne le pays à ce stade précis? Enfin, tout cela doit s'accompagner d'une évaluation continue, des indicateurs clairs, sociaux, environnementaux et sécuritaires, et à permettre d'ajuster la trajectoire sans rupture brutale. Cette feuille de route n'élimine pas les risques, mais elle transforme l'incertitude en processus gouvernable. C'est là que se joue la différence entre une promesse subie et une stratégie assumée. À Somgand, ce ne sont pas seulement des roches qui ont été mises au jour, mais une mémoire collective longtemps enfouie. Dans les villages évoqués au début, les anciens parlent désormais d'un sol qui répond, comme si l'attente avait enfin trouvé un sens. Les images de techniciens, de soldats et d'étudiants réunis autour d'un même site rappellent que la découverte a déjà produit un effet tangible, celui de l'unité. Ibrahim Traoré, souvent décrit à travers le prisme de la rupture politique, apparaît ici dans un rôle plus silencieux. Celui d'un dirigeant placé face à un héritage inattendu, contraint de penser au-delà du court terme. Son choix de ralentir, de consulter et de poser des limites résonne avec cette idée simple. La dignité précède la richesse. Ce n'est pas une posture spectaculaire, mais une ligne de conduite qui parle à une population habituée aux promesses déçues. Le volcan de Somgand, longtemps perçu comme inerte, devient ainsi un symbole, non pas celui d'une fortune instantanée, mais d'un tournant possible. Il rappelle que l'histoire n'avance pas toujours par explosion visible, mais par décision répétée, parfois discrète. Dans ce récit, la vraie profondeur ne se mesure pas en carat, mais en capacité à choisir son propre rythme. L'histoire de Somgand ne se referme pas avec une annonce, ni même avec une stratégie. Elle reste ouverte parce qu'elle dépend de choix encore en cours, de compromis à venir et de regards extérieurs qui continuent d'évoluer. Dans ce sens, elle dépasse largement le Burkina Faso. Elle interroge la manière dont le monde réagit lorsqu'un pays longtemps périphérique
revendique le droit de décider du tempo et des règles. Ibrahim Traoré incarne pour certains une rupture, pour d'autres une énigme. Mais au-delà des jugements, son cas oblige à une réflexion plus large sur la souveraineté à l'ère des ressources stratégiques. Observer cette trajectoire, c'est accepter de suivre un processus plutôt qu'un verdict immédiat. C'est aussi reconnaître que les transformations les plus durables sont rarement spectaculaires au départ. Si cette analyse vous a permis de voir au-delà du titre ou de la promesse initiale, la discussion peut continuer. Quelles décisions vous paraissent décisives dans ce type de situation? Faut-il ralentir pour mieux protéger ou accélérer pour ne pas perdre l'initiative? La réponse n'est pas unique et c'est précisément ce qui rend cette histoire digne d'être suivie jusqu'au bout.